Europe 1, il est 11h. Et jusqu'à midi et demi, c'est le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue en direct donc pour le grand direct des médias. Dans un instant, le fait média du jour, c'est cette vidéo de Rachida Dati qui fait le buzz sur Internet. On y voit l'ancienne garde des Sceaux se plaindre de sa condition de députée européen. Elle est suivie par les équipes d'M6 et oublie manifestement que son micro est ouvert. Tous les détails dans un instant. Nous poursuivons aussi notre semaine spéciale consacrée au patron. Notre invité dans un instant sera Laurent Stork, directeur général adjoint en charge des programmes. Nous dresserons avec lui le bilan de la rentrée, nous parlerons des audiences, nous ferons un tour d'horizon des nouveautés prévues pour 2010 et si vous voulez nous donner votre avis sur TF1 et lui parler directement, vous faites tout de suite le 39 21 et vous allez pouvoir vous adresser à lui. Nous jouerons ensemble Voix du Pape, déjà 3260 € dans la cagnotte et plus qu'une voix à découvrir pour la faire tomber. Et puis tout à l'heure nous parlerons de France 3 qui offre aux fans de Plus belle la vie ce soir une soirée exceptionnelle baptisée Les filles du désert. Nous serons avec Hubert Besson, le producteur de Plus belle la vie. Dans un instant, on va vous parler de cette vidéo qui fait le buzz sur Internet. C'est une vidéo qui vient de l'émission d'M6 66 minutes. On y voit Rachida Dati qui oublie qu'elle a un micro et du coup qui parle vrai et ça fait débat. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Le grand direct des médias. Europe 1. Le grand direct des médias jusqu'à midi et demi, Jean-Marc Morandini. Dimanche, le magazine 66 minutes consacrait une enquête à Rachida Dati. L'équipe d'M6 suivait la députée européenne au Parlement de Strasbourg. Assise dans l'hémicycle, Rachida Dati oublie manifestement que son micro est encore ouvert. Elle sort donc et elle passe un coup de fil que l'on va entendre dans ce reportage. Tout cela serait passé quasiment inaperçu sans Internet puisque la vidéo a été sortie et désormais elle circule sur le net et elle fait beaucoup parler. On va en parler justement nous dans un instant avec notre spécialiste du net qui est Guy Birenbaum. Auparavant, je vous propose d'écouter le son, ce qui est le plus fort dans cette vidéo, justement. C'est Rachida Dati au téléphone et qui explique clairement qu'elle s'embête au Parlement de Strasbourg, mais elle est bien obligée d'y rester. Écoutez. Au téléphone avec une amie, en oubliant notre micro, elle préfère en rire. Là, tu sais où je suis ? Je suis à ma place, et je sais pas si t'entends derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat, là. Je suis obligée de rester là, de faire la maline, parce qu'il y a juste un peu de presse, et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, il va être élu, mais il faut que tu... Oui, mais si tu veux, quand t'es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas là. Voilà, le son est très clair en plus. Guy Birenbaum, bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Est-ce qu'on peut parler de piège concernant Rachida Dati? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été piégée par l'équipe d'M6? Ah oui, là on parle pour le moment de télévision et pas d'internet. Et il va de soi que si quelqu'un a un micro sur lui, qu'on laisse le micro et qu'on décide ensuite, il y a un rédacteur en chef, il y a des journalistes, il y a une conférence de rédaction, de passer ce son. C'est qu'on a décidé qu'on allait jusqu'au bout et qu'on piégeait Rachida Dati. On peut très bien considérer que c'est une conversation privée qui n'entre pas dans le cadre du reportage et l'arranger. Donc ils ont décidé sciemment de le faire. Moi je ne juge pas ce qu'ils ont décidé de faire, mais en tout cas on est obligé de le constater, vous et moi. On a essayé nous de joindre M6 ce matin, de leur demander de réagir. Pour l'instant ils ne souhaitent pas s'exprimer là-dessus. C'est pas la première fois qu'une personnalité est piégée comme ça. On a le souvenir par exemple de Dominique Strauss-Kahn qui avait été piégé en achetant un CD. Vous nous rappelez peut-être cette séquence? En fait, il est en train de discuter avec son directeur de communication, ils ont toujours tous les deux, ils sont équipés toujours de ces fameux micros auxquels il faut faire si attention. C'est Canal+ qui filme. C'est Canal+ qui filme. La porte se ferme et à ce moment-là, au lieu de couper le micro, ou en tout cas de ne pas diffuser, on entend très distinctement le DIRCOM qui dit, le directeur de communication qui dit à Dominique Strauss-Kahn, tiens, t'as qu'à aller acheter tel disque pour son petit, je sais plus, son petit-fils ou sa petite-fille, tu vas acheter tel disque, et on voit ensuite il va dans le supermarché et il va acheter le disque exactement tel que son directeur de communication lui a dit de le faire. C'était pour Canal+ dans l'émission Dimanche+. Ouais. Mais on précise juste techniquement quand même, ça veut dire que la caméra continue à tourner pour que le son soit enregistré. Absolument. Donc il y a un vrai choix, c'est pas un son qui est capté par hasard. Ah non, de toute façon, c'est jamais premièrement, c'est pas capté par hasard et après on peut très bien décider qu'on a été trop loin et qu'on ne va pas le diffuser. Mais pour le coup, même décision, on diffuse. Alors deuxième chose importante, c'est le rôle du net parce que c'est vrai que cette séquence est passée dimanche, on en a assez peu parlé finalement dimanche et depuis hier soir, elle est sur internet et là tout à coup ça devient un événement et ça devient un fait média. Bien sûr, parce que c'est notamment Rue 89 qui fait bien son boulot, le site d'info et qui reprend la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les chaînes savent très bien informer les sites d'information qu'elles ont une séquence qui buzz. C'est très fréquent et vous le savez bien vous avec votre blog Jean-Marc, on vous prévient, on est tous prévenus, on nous dit attention les petits gars, regardez bien ce qui va se passer dans cette émission. Regardez bien ce qui va se passer, on nous donne même ce qu'on appelle le time code pour qu'on ait bien le minutage et il arrive même qu'on nous envoie la séquence avec un petit
un petit dossier à part. Hein. Il faut pas croire que tout ça, les chaînes font ah bah non c'est pas de notre faute, on n'avait pas vu, on a filmé sans le faire exprès et d'ailleurs on le savait pas. On a même parfois les séquences avant la diffusion. Absolument. Et là ça crée le buzz. Absolument. Sur le blog, sur votre blog, vous avez souvent sorti les séquences avances et on vous les envoie parce qu'on sait que ça va créer le buzz avant même la diffusion d'une émission. Donc bon, là, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, Internet, c'est une caisse de résonance, c'est un démultiplicateur. Mais enfin, j'aimerais pas qu'on fasse porter une fois de plus le chapeau à Internet d'un acte qui a été commis par une équipe officielle de télévision, de journalistes professionnels d'une chaîne de télé. Ça c'est important parce que très souvent on dit aujourd'hui les politiques ne sont plus à l'abri de rien. Il y a les internautes qui filment avec leur portable en permanence. Et une fois de plus, et c'est une idée que vous développez souvent dans votre chronique à midi et quart, une fois de plus, là c'est la télé classique avec de grands guillemets qui a créé le buzz. C'est la télévision classique, merci de le rappeler, on le dit souvent, qui le plus souvent, dans 80, on peut pas faire des statistiques, mais dans 80 ou 90% des cas, ce sont des séquences de télévision qui sont reprises sur Internet et qui vont être démultipliées, mais au départ, ce sont des journalistes avec des cartes de presse, des professionnels et pas des vilains amateurs qui courent dans les rues avec un téléphone portable. Donc ça veut dire que les politiques doivent autant se méfier aujourd'hui finalement des chaînes de télé que de tous les gens, puisque la dernière vidéo en date c'était celle de Nicolas Sarkozy qui parlait du Parti Socialiste là, et qui avait été filmée là par des gens de l'UMP, par un amateur, mais que ce soit sur les chaînes de télé classiques ou par les amateurs, de toute façon les politiques sont sous le regard de tout le monde aujourd'hui. Et écoutez, c'est parfois quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup Guy Berenbaum, on vous retrouve tout à l'heure à midi et quart pour votre chronique Internet. Dans un instant sur Europe 1, notre invité pour nous accompagner en direct et en public jusqu'à midi et demi sera Laurent Stork. Il nous rejoindra dans ce studio pour parler des programmes de TF1. Il est directeur général adjoint de TF1 en charge des programmes. Si vous voulez lui parler des programmes de TF1, n'hésitez pas à 39 21. Nous jouerons au Voix du PAF, 3260 € dans la cagnotte. Et puis il y aura les chroniques Guy Berenbaum, donc Frédéric Bonneau et Bastien Millot, le grand direct des médias sur Europe 1. C'est juste après ça, à tout de suite. Europe 1. Jusqu'à midi et demi, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et notre invité aujourd'hui est Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1 en charge des programmes. Laurent Stork, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous allez pouvoir tout à l'heure répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 sur TF1, sur vos programmes, sur les ambitions de TF1. On parlera également tout à l'heure des programmes des fêtes et puis de ce qui nous attend en janvier. Auparavant, on va jeter un petit coup d'œil du côté des audiences, comme on le fait à chaque fois quand on vous reçoit. Hier, mauvaise nouvelle pour vous, puisque dans le dernier Mediamat Hebdo, TF1 est passé sous la barre des 25% de part de marché. C'est une petite semaine pour TF1, que vous expliquez comment ? Alors, c'est une petite, d'abord, la notion de barre, il y a la barre des 26 ou la barre des 25, bon, effectivement. C'est une petite semaine parce que, on a une quarantaine de nouveautés qu'on a conçues depuis septembre. Il y a une quinzaine de nouveautés qui ont été mises en grille, dans les 3 derniers mois. Une dizaine de ces nouveautés ont marché, comme Tous ensemble avec Marc Emmanuel, comme Le plus grand quiz, comme Au cœur du crime, comme Harry qu'on a mis en immersion. Et certaines de ces nouveautés ont été lancées la semaine dernière. Et malheureusement, il y en a une qui a pas très bien marché, il faut bien l'avouer, c'est les chorales. Malgré un investissement très très fort de tous les chanteurs. Et je rappelle d'ailleurs que la finale a lieu samedi prochain et que l'émission, elle reste extrêmement intéressante. Et voilà, elle n'a pas rencontré son public, mais rien n'est perdu. Ce qui veut dire clairement que vous laissez l'émission à l'antenne, elle n'est pas déprogrammée. Ah oui, non, elle n'est pas du tout déprogrammée, non. Malgré les 2 millions de différence avec France 2 samedi dernier. Oui, mais de toute façon, c'est en 2 temps. Il y a quand même des amateurs qui ont formé une chorale, qui ont travaillé 2 mois pour cette émission. Il y a 3 artistes, 3 chanteurs, donc vous les connaissez, Ophélie Winter, Patrick Fiori, et voilà, qui ont, d'ailleurs, Amel Bent et Passy avaient aussi beaucoup travaillé. Ils ont mis beaucoup de leur cœur. Maintenant, nous, notre responsabilité, c'est de faire des variétés, évidemment, qui plaisent au public. Celle-là n'a pas été un franc succès. Donc elle ne reviendra pas, en tout cas après cette finale. Écoutez, on est en train de chercher des solutions pour éventuellement la faire revenir. Ah oui ? Bah oui, parce que ça reste une émission. Enfin, moi, je suis devant ma télé. Je trouve qu'il y a des points d'amélioration. On les a à peu près compris. Notamment, il y a une problématique d'attachement au choral. Il faut peut-être que qu'on inverse un peu, qu'on explique un peu ce qu'on a voulu faire, etc. Mais peut-être qu'on peut faire mieux. Et deuxièmement, la veille, il y avait le Grand Duel des générations qui était en 4 soirées. C'est donc des combats entre guillemets entre des générations 70, 80, 90 et 2000. Et ça, c'est une émission qui marche pas mal sur les femmes, moins bien en puissance, donc c'est ça que vous notez avec la barre des 25. Et néanmoins, cette émission aussi peut être améliorée. Quant au jeudi de mémoire, on avait les associés,
qui était une fiction unitaire plutôt réussie, mais qui éditorialement n'est pas exactement dans la veine de TF1, et c'est sans doute pour ça qu'on a été un peu déçu du score. Et hier, Beauté Fatale, on a fait un plutôt bon score, donc on prend pas mal de risques en ce moment à TF1. Je pense qu'on est assez audacieux. Parmi les nouveautés, si on a un taux de succès de 50%, c'est déjà énorme. Juste que ce soit les chorales ou que ce soit les générations aussi, c'est deux programmes sur lesquels vous allez retravailler éventuellement les deux pour les faire revenir. Donc. Ouais, les deux, ouais. Les deux. Ouais, parce qu'en plus, on pense qu'aujourd'hui, avec 18 chaînes au lieu de 6, imposer les marques à l'antenne, c'est plus complexe. Donc, il y a un an et demi, on nous reprochait de plus bouger, de remettre toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu l'excès inverse. On a beaucoup de nouveautés, on en est plutôt fiers. On a envie de les mettre rapidement. Mais une fois qu'elles sont mises, il faut qu'on tire les enseignements de ce que les téléspectateurs, puisque nous, notre mission, c'est vraiment de plaire aux gens, d'offrir un divertissement qui plaise au plus grand nombre. Donc, si on pense qu'on a des moyens d'améliorer, il faut qu'on améliore. Et hier, Michel Drucker était à votre place et il expliquait que c'était finalement le succès des variétés traditionnelles et que ça servait pas à grand chose d'aller chercher des concepts un peu compliqués puisque les variétés traditionnelles arrivaient à cartonner et à faire 5 millions et demi. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, d'abord, je pense que c'est un très très grand professionnel, il a plus d'expérience que moi. Donc, il a raison sur le grand public et ce qui est mesuré par médiamétrie, c'est-à-dire les téléspectateurs devant la télé. Moi, je pense malgré tout que pour avoir un public plus jeune et plus féminin, ce qui est très intéressant et très important pour TF1, on ne peut pas se contenter uniquement de variétés classiques. On est obligé d'être innovant et notre responsabilité en tant que chaîne leader et familiale, c'est d'avoir tous les gens représentés à l'antenne. Je me rappelle très bien il y a 7 ans, le cinéma à l'antenne de TF1 était donné pour mort et les gens qui m'expliquaient qu'il n'y en avait plus en Amérique, ce qui est vrai. Aujourd'hui, on a fait une rentrée fantastique. On a 80% de films inédits, on a des scores entre 7 et 8 millions. Donc il faut se battre, il faut absolument qu'on trouve un format qui permette à TF1 d'offrir au public le spectacle qu'il a envie d'avoir sur notre antenne. Ça veut dire que vous croyez encore aux variétés? Ah oui, on y croit beaucoup. C'est la raison pour laquelle vous relancez Sacrée Soirée, par exemple? Mais bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs, par rapport à ce que disait Michel Drucker, Sacrée Soirée, c'est franchement un format assez classique de variété. On a quand même William Peterson, des experts, donc c'est rigolo. On a une belle programmation. On a Lagaffe qui vient faire un petit peu de show. On va tout essayer. De toute façon, on va vraiment beaucoup tenter. Moi, je souhaite qu'il y ait des variétés sur TF1 et je souhaite qu'il y en ait une vingtaine par an. D'ailleurs, Les Enfoirés restent le record de l'année. Et c'est une émission de variété, certes la plus belle de toutes, parce que voilà, il y a tout, il y a une programmation fantastique. Il y a 2 ou 3 mois d'efforts, il y a tout ce qu'on veut, plus. Et puis, il y a une cause nationale, quand même, qui est défendue par la même. Mais les Energy Awards font des scores très corrects. Après, ce qu'on a fait sur le cinéma, c'est qu'effectivement, on a fait un très fort écrémage, et puis on en a mis un petit peu moins. Peut-être que ça passera par en mettre un peu moins, et avec des formats forts, et en tout cas à inventer. Vous dites que vous souhaitez qu'il y ait des variétés sur TF1, pourtant vous êtes séparé de celles qui représentaient les variétés sur TF1. Flavie Flament, pourquoi? Alors, Flavie, ça a été la conjonction de deux volontés. Flavie souhaitait réellement un peu arrêter et faire du magazine. Elle souhaite également produire, et d'ailleurs elle fait sur une chaîne concurrente une émission en plusieurs soirées, 2 magazines purs, et surtout elle veut un investissement dans chaque programme qui est quasiment celui d'une productrice. Donc on lui a proposé un magazine que l'on fait en deuxième partie de soirée. Magazine sur la sexualité qu'elle a refusé. Elle a décliné parce qu'elle nous a dit qu'elle trouvait l'idée bonne, mais elle trouvait qu'elle n'avait pas été assez impliquée dedans, et on s'est séparés en extrêmement bons termes, à tel point que si je dois avoir une émission pour elle, j'hésiterai pas à faire appel à ses services sans problème. Deuxième point à sa décharge, effectivement, elle a beaucoup incarné ce type de variété qui ont fait pendant 10 ans les succès TF1. À partir du moment où le genre était en difficulté, c'est vrai qu'en l'incarnant, elle a besoin de prendre un virage pour ne pas se retrouver avec le genre. Mais ça veut dire qu'elle peut pas être dans le renouvellement des variétés que vous êtes en train d'initier? Si, elle pourrait. D'ailleurs, on a tenté au mois de juin une émission dans laquelle elle accompagnait des fans, mais je pense que c'est pas de la faute de personne d'ailleurs, mais en tout cas pas de la sienne. Il faut qu'on trouve un format puissant qui permette de renouveler ce genre. Vous regrettez son départ? Mais ça a été d'un commun accord, donc si je le... Non, c'était bien. On était tous les deux d'accord pour ça. Question au standard justement sur les variétés, ce qui était peut-être la grande émission de variété de TF1, c'était la Star Academy. Je parle des primes en tout cas. Oui. Bonjour Marguerite. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1 en charge des programmes, vous écoute concernant la Starac justement. Oui, bonjour, parce que franchement, je suis non-voyante, je suis tout le temps devant la télé quand il y a la Starac. C'était franchement le programme que je préférais, j'adorais, j'ai tout le temps écouté.
Et là, je me demande pourquoi vous l'avez arrêtée et pourquoi vous la remettez plus. Ah voilà, question précise de Marguerite qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Votre question est précise. Effectivement, il y a une base de fans de la Star Academy et on savait qu'en l'arrêtant, on frustrerait des gens parmi vous qui étaient quand même plusieurs millions. Néanmoins, et par rapport à notre vocation de chaîne leader, c'est vrai que la Starac, dans sa dernière année, a posé 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que les grandes stars françaises et internationales ne souhaitaient plus venir dans ce type d'émission parce que ça leur permettait plus de vendre autant de disques qu'auparavant. Et la deuxième raison qui est très pratique et liée à TF1, c'est que ça ne faisait plus les audiences nécessaires par rapport à notre standing. J'en suis désolé, en tout cas pour vous rassurer. En même temps, quand on voit que ça faisait 5 millions et que samedi soir vous avez fait 3,5 millions, on se dit que vous allez finir par la regretter. Vous avez raison sur l'analyse de ce vendredi, mais ma vocation c'est pas de faire 3,5 millions, mais c'est vrai, vous avez raison qu'elle faisait tout de même entre 5 millions et 5,5 millions, mais elle posait quand même beaucoup de problèmes à la fois, notamment un troisième point, c'est que les candidats avaient tellement compris les codes de la Starac puisqu'ils étaient âgés entre 18 et 25 ans, qu'ils l'avaient vécu en tant qu'enfants, ils l'avaient regardé, ils arrivaient à trop déjouer, ce qui faisait quand même la saveur de la Starac et c'était des éléments de télé-réalité. Donc ça devenait très difficile parce qu'en fait ils étaient plus forts que nous quasiment. Donc en revanche, non mais on travaille sur un nouveau concept avec Endemol et les équipes de Virginie Calmels et si on peut remettre à l'antenne ce type de programme, franchement on le fera le plus rapidement possible. En tout cas, la Star Academy en tant que telle ne reviendra pas. On pense pas, non. Pas sous cette forme-là. D'accord, donc ce sera une autre émission de télé-réalité consacrée à la chanson éventuellement, mais en tout cas la Star Academy c'est terminé. Sûrement consacrée à la chanson et la Star Academy dans cette formule-là, non, elle ne reviendra plus. On parlait tout à l'heure de Sacrée Soirée, Sacrée Soirée qui revient aussi. C'est quoi? C'est un manque d'idées là pour aller rechercher Sacrée Soirée? Bah non, c'est il vous a pas échappé que aujourd'hui le vintage est très à la mode et la nostalgie et Sacrée Soirée quelques fois par an, ça permet quand même de faire des surprises à des invités, ce qui se fait de moins en moins. C'est quand même une des rares émissions de variété qui est totalement en direct. Les chorales aussi étaient en direct d'ailleurs. Et troisième point, ça permet de faire honneur et de mettre à l'honneur des personnalités que l'on reçoit et grâce à l'entourage, on arrive à leur faire plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui William Peterson, qu'on est très très content de recevoir à l'occasion d'un voyage en France qu'il fait quasi à titre privé et familial, on est bien content d'avoir l'émission parce que sinon il n'y a pas tant d'émissions que ça aujourd'hui qui peuvent l'accueillir sur TF1. Quand on voit les succès d'émissions anciennes avec des guillemets comme La Roue de la Fortune, des émissions que vous avez renouvelées quand même, quand on voit le Tourné Manège aussi qui marche bien avec Coé, et quand on voit les échecs des nouvelles émissions, ça doit être un peu déprimant quand on est à votre place et qu'on s'occupe des programmes en se disant bah voilà, quand on met des nouveautés ça marche pas et quand on reprend de vieux concepts ça marche. Bah d'abord la généralité est fausse. Quand on met des nouveautés ça marche quand même quasiment une fois sur deux. Et moi le fait d'avoir comme les constructeurs automobiles et comme les fabricants de vêtements aujourd'hui d'ailleurs et les gens qui font la mode, avoir un retour du vintage, c'est un cycle. En ce moment, c'est vrai que les gens affectionnent particulièrement ça. Il y a des sociologues qui expliquent que comme c'est la crise, les gens ont envie de se rassurer, d'avoir un passé qu'ils ont un peu sublimé. Je sais pas les raisons, mais en tout cas, il est certain quand on met des émissions un peu Madeleine de Proust, elles marchent plutôt bien. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est que ces émissions marchaient déjà bien à l'époque, pas par hasard. Le Juste Prix avait été arrêté sur TF1 parce que les gens avaient du mal avec l'euro. 10 ans après, maintenant qu'on est plus à l'aise avec l'euro, remettre le Juste Prix, c'est assez logique. Quant à Tourné Manège, je vous renvoie sur le site éventuellement de l'INA. Le Tourné Manège d'aujourd'hui est très très différent quand même du Tourné Manège de l'époque. Tout a été relooké effectivement. Extrêmement et relooké. Les animateurs changés. Voilà, donc ce qui faisait un peu grincer des dents d'ailleurs du côté de Philippe Risoli concernant le Juste Prix, disant que je peux comprendre qu'il y ait une frustration, mais c'est vrai qu'on était quand même, on peut pas refaire exactement la même chose. On est obligé de beaucoup renouveler entre guillemets. On appelle ça on renouvelle de l'intérieur le concept. Ouais. Il est pas TF1. Il est plus TF1, Philippe Risoli. Bah si, il est TF1, mais pas forcément pour cette émission, quoi. On va faire une pause et puis on se retrouve dans un instant pour continuer à parler avec vos appels également 39 21. Vous continuez à nous appeler, on continue à parler des programmes de TF1. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct des médias. Europe 1. Jean-Marc Morandini. Avec les audiences d'hier soir en première partie de soirée, le téléfilm Beauté Fatale a réuni 6 400 000 téléspectateurs avec des parts de marché qui ont atteint 25,5% et 26% sur les ménagères de moins de 50 ans que vous aimez tant, Laurent Stork. France 2 est au coude à coude avec TF1 avec 2 épisodes de Cold Case, 6 400 000 téléspectateurs et 24%. France 3 est 3e avec un documentaire Une nouvelle maison pour transformer ma vie, 3 200 000 téléspectateurs et 12% du public. Enfin, Génération Famille
sur M6 s'est effondré, n'a réuni que 2 millions de téléspectateurs et seulement 7,7% de part de marché. Et même en ménagère, c'est plutôt la catastrophe avec 8,8% de part de marché. Des scores très faibles pour cette émission qui ne trouve pas son public depuis son lancement. En deuxième partie de soirée, TF1 est toujours en tête. Les 2 épisodes de Dr House ont réuni 3 300 000 téléspectateurs, 34% de part de marché. Sur France 2, complément d'enquête, 2 millions de téléspectateurs et 15% du public. Et puis sur M6, mauvaise soirée également pour Super Nanny, 1 300 000 téléspectateurs et seulement 9,9% sur les 4 ans et plus. Vous êtes satisfait globalement, Laurent Stork, de la soirée d'hier? Oui, je suis très très satisfait. D'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que la fiction française et également chez mes concurrents s'est vraiment beaucoup améliorée depuis un an. Je pense que on peut plus du tout parler on ne se recherche plus. Je pense que les talents, les réalisateurs, les producteurs voient à peu près la nouvelle configuration avec 18 chaînes et comment on pourrait en sortir. La fiction française, tout comme la nostalgie, je pense qu'elle est très à la mode parce que plus on parle de globalisation, plus on parle d'Europe et plus les gens ont envie de se retrouver dans les rues de France. Vous savez que moi je m'attache beaucoup en plus à ce que nos fictions se passent en province. Donc hier, Beauté fatale, qui était un remake, a été extrêmement bien interprété et dans une case du lundi qui n'est pas si facile que ça. Donc on est extrêmement content, d'autant plus que d'ailleurs que Stéphane Fraisse va incarner une série chez nous. Il va faire un juge d'instruction, ça va s'appeler La loi selon Bartoli. Donc j'étais extrêmement ravi de ce qui s'est passé hier. Et quant à Claire Kem, elle est toujours la bienvenue dans les fictions de TF1. Quoi. Un mot, puisqu'on parle de série, qu'est-ce qui se passe avec Laurence Boccolini et Mademoiselle Joubert? On a le sentiment qu'il y a un malaise. Oui, c'est vrai, il y a eu un malaise. Laurence Boccolini, elle est auteure, en plus d'être animatrice, journaliste et comédienne. Et c'est vrai, je dois le dire, il y a eu une divergence de vues sur la façon dont on voulait faire évoluer la série. Et c'est plus la Laurence Boccolini, auteure, qui n'a pas été satisfaite de ce qu'on voulait faire, que la Laurence Boccolini, comédienne ou animatrice sur TF1. C'est-à-dire que Mademoiselle Joubert, c'est fini? Sans doute, oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à trouver des bons scénarios? Parce pas d'accord. Non, mais on n'était pas d'accord avec Laurence sur la façon dont on voulait faire évoluer le personnage. Mais elle dit qu'elle n'a pas de contact avec TF1, qu'elle a du mal à avoir des contacts. Non, elle a dit ici même, vous l'avez sans doute entendu, quand elle était à ce micro. Je pense qu'elle n'est pas satisfaite des contacts qu'elle a, mais elle a des contacts. Mais sauf qu'on lui dit pas qu'elle a raison, voilà. D'accord, donc c'est une situation un peu conflictuelle, on va dire. C'est pas très grave non plus, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un épisode que vous avez mis dans un placard et que vous ne diffuserez pas? Je sais pas si on le diffusera pas, mais pour l'instant il est dans un placard. Il est pas bon? Il est pas comme on voudrait. D'accord. On va continuer à parler de TF1 et des nouveautés de TF1. Alors il y a des nouveautés dont on a beaucoup parlé, on va en redire un mot quand même. La ferme célébrité, toujours prévue pour le mois de janvier. Oui, mais je dirais pas grand-chose quand même. J'imagine tout bien. Est secret défense. Je vais pas vous demander le nom des. Je peux vous dire le lieu, c'est l'Afrique du Sud. Ça on savait. J'espère qu'il y fera beau. Ouais. Mais c'est toujours en janvier. En tout cas, le lancement sera fait en janvier. Oui. Il y aura une hebdo qui sera diffusée en prime time. Sans doute. Et il y aura une quotidienne qui sera diffusée. Vous savez plus de trucs que moi en général. Oui, ça. Bon, ok. Et ça va durer 2 mois et demi environ. Voilà. On est d'accord là-dessus? Ouais, on est assez d'accord. Ouais. Bon, très bien. On n'aura rien d'autre si j'ai bien compris. Le Koh-Lanta des sportifs. Là, vous pouvez en parler un peu parce que terminé. Il est en tournage. Voilà, il est quasiment fini de tourner. Ça s'est passé extrêmement bien. Visiblement, le lieu qui a été choisi a donné toute satisfaction parce que dans Koh-Lanta, le lieu est assez important. Et puis surtout, c'est un choc des héros. Donc, ce sont des sportifs contre des gens qui ont déjà fait Koh-Lanta. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, la compétition a été très équilibrée. Les sportifs avaient leurs avantages, évidemment, en termes de conditions physiques. Et les Koh-Lantiens, si on peut dire, avaient leurs avantages. En gros, ils connaissent bien l'émission, quoi. Donc ça donne des vrais duels intéressants. Un mot concernant les protagonistes. On nous avait annoncé beaucoup de célébrités. Finalement, il y a aussi pas mal de célèbres inconnus. En tout cas, ce sont des grands sportifs. Oui, mais pourquoi? Parce que les vrais connus ont refusé de venir? Parce que les vrais connus, les mobiliser pour aller quasiment dans la jungle pendant 1 mois, c'est pas évident en fait. Et de toute façon, Franck Leboeuf est un vrai connu, Monsieur Bourras également, et Myriam Laurence. Faut pas exagérer, ce sont quand même des sportifs émérites, on va dire. Voilà. Oui, émérites. Après la notion de célébrité, voilà, bon, il y en a quand même d'extrêmement célèbres. Donc vous avez eu pas mal de refus, c'est ça? C'était quasiment, ils ont tous envie de le faire. C'était que des refus d'entraînement physique ou de saison ou de sponsors.
sponsors, etc. Puisqu'on parle de télé-réalité, on va dire quand même un mot sur Christophe de Chavannes qui a refusé bien sûr, de présenter la ferme célébrité. C'est vraiment d'un commun accord? Ah bah bien sûr, oui. Ah bah oui, on peut pas se permettre, il peut ni me forcer à le faire faire, ni je peux le forcer à lui faire faire, donc c'est d'un commun accord. Je vous rappelle qu'il a une particularité, c'est que premièrement, il est très souvent à l'antenne, et deuxièmement, il est producteur et animateur. Il n'est pas qu'animateur. Donc, à partir du moment où ça demande quand même un investissement de 2 mois et demi, cette émission, et c'est du quotidien, comme vous l'avez dit. Donc voilà, donc j'avais toujours pris des précautions conditionnelles quand j'évoquais sa présence. Elle était totalement légitime dans la mesure où il avait fait la ferme 1 et la ferme 2. On lui a vraiment, comme vous l'avez constaté, laissé le temps de faire sa décision, et elle a été finalement négative, et c'est vraiment pas grave, quoi. Tout va bien, au contraire. Vous avez pensé quoi de ces différentes sorties sur la société d'aujourd'hui, que ce soit sur Europe 1 ou sur Moi, Canal? j'ai pas envie de faire. Moi, je connais vraiment très bien Christophe, parce que je l'ai quand même au téléphone une fois par semaine. C'est quelqu'un de libre. Il estime qu'il a une relation privilégiée avec les Français, les téléspectateurs, mais les Français en général, et il a envie de leur dire des choses. Et c'est certainement pas à nous de commenter ça. Vous n'y avez pas fait de reproche, en tout cas là-dessus? Bien sûr que non. Et c'est pas gênant pour TF1? Mais je suis pas son papa. Il fait ce qu'il veut, quoi. Allez, on passe au zapping. 20h40, Canal+, le grand journal. Hier, Nicolas Sarkozy faisait sa grande conférence de presse sur le grand emprunt, un événement de taille et quelques perles qui ne pouvaient évidemment pas échapper au petit journal de Yann Barthès. L'événement média de la journée était cette conférence de presse de Nicolas Sarkozy sur le grand emprunt. C'était donc à l'Élysée. Et des infos incroyables sur la vie de tous les jours. La TVA était à 5,5 avant que je prenne cette décision-là. Chez McDo, chez Burger King. Stop! Burger King n'existe plus en France depuis 1997. Et nous avons eu aussi des phrases du jour. Phrase numéro 1. À partir du moment où je m'étais engagé, j'ai voulu te dire. À petit moment où je me suis engagé. Et enfin, une des meilleures depuis bien longtemps. Attention, go! La taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. La taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Eh bien, celle-là. Voilà, le grand journal de Canal, hier, 22h24, M6, Génération Famille. Karine Le Marchand s'intéressait hier à la sexualité des seniors. Ils sont de plus en plus nombreux à en parler sans tabou. La preuve avec Jean, 83 ans, qui témoigne sans complexe. Ma partenaire à l'heure actuelle, et je parle au singulier, je l'ai connue il y a maintenant 19 ans. Sur quoi est basée votre relation avec votre femme et avec votre maîtresse? Alors, avec ma femme, je dirais, c'est quelque part une fidélité. Avec mon ami, disons que la sexualité a une énorme importance. Ça, c'est... Depuis le début, depuis 19 ans que ça dure. Depuis 19 ans que ça dure. Et à chaque fois que vous vous voyez, c'est... Et on se retrouve toujours chaque semaine avec le même désir et avec le même plaisir. Et l'on fait l'amour autant de fois que bon nous semble. Et à plusieurs fois? En disant que lorsque nous passons des vacances ensemble, c'est bien rare que chaque nuit, ce ne soit pas 2 ou 3 fois que l'un réveille l'autre, qui est toujours partant. Oui, ça c'est sûr. Voilà, Jean, 83 ans, c'est important de rappeler. Chaque nuit 2 ou 3 fois. Ça fait rêver, Julie. En vacances. Ah bah oui. Bah, écoutez, on est en vacances bientôt, non? Ah oui, mais pas avec moi. 23h, France 3, ce soir ou jamais. Moi, je vous laisserai dormir, promis. Frédéric Taddeïr recevait hier soir Charles Aznavour. Un tel bonheur pour l'animateur de France 3 qu'il en perd carrément son latin. Bonjour Charles Aznavour. Bonjour. Bonjour Charles Aznavour. Vous voyez comme je suis impressionné par vous. Je commence déjà à bredouiller. J'ai déjà du mal à prononcer votre nom. Vous n'êtes pas le premier. Non, c'est sûrement pas le dernier. Avant, non seulement on le prononçait difficilement, mais en plus on le transformait. Oui. Je me suis appelé Asbadour, Aznavour, n'importe quoi. Après ça, j'ai un très joli nom que la maman d'Annie Cordy, ne pouvant pas prononcer mon nom, lui disait aujourd'hui, il y a Stambourg qui a téléphoné. Alors maintenant, le nom est resté entre nous deux. Et votre prénom n'est pas Charles, c'est Chanour. Non, ça a failli. Ça a failli. Mais la pauvre infirmière n'a jamais pu le prononcer. Alors elle a dit, on va l'appeler Charles, il serait tranquille comme ça. Voilà, c'était hier soir, ce soir ou jamais, avec une émission qui a fait plus de 700 000 téléspectateurs. 23h05, France 2, complément d'enquête, le magazine de Benoît Duquesne enquêtait sur les prisonniers en cavale. L'occasion de rencontrer Tony, qui s'est échappé 7 fois de prison et a donc passé sa vie à semer la police à travers l'Europe. Il est aujourd'hui fugitif à la retraite et revenait hier sur ses années de cavale. Vous êtes un fugitif dans l'âme ?
Ah ouais, fugitif, sûrement. La liberté, c'est la liberté, ça n'a pas de prix la liberté, c'est quelque chose, c'est dans les tripes la liberté. Quitte à prendre des risques? Ah, n'importe quel risque. Le mec qui s'évade ici qui peut mourir, c'est pas un problème ça. La liberté, ça passe avant tout. La mort, c'est un accident de parcours. Une vie de fugitif qui a duré 30 ans, la plupart du temps à l'étranger. Le moteur de la cavale, c'est ça, le business et les amis. L'argent, je veux dire, voilà. Quand on est à un certain niveau, on n'a pas droit à l'erreur. Un braquage, c'est 20 ans de prison. Voilà. Donc, quelque part, il faut penser à tout. Absolument à tout. La cavale, le repli, éventuellement partir à l'étranger si ça va mal. Il faut avoir des faux papiers de prévu, tout ça, des planques de prévu. C'est tout un système qui est en route, là. Voilà. Donc, bon, mais on est habitué à ça. C'est notre vie, on le sait, tout ça. Voilà, complément d'enquête donc hier soir sur France 2. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1 en charge des programmes, pour continuer à parler de TF1, des projets, des ambitions et des résultats. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct des médias jusqu'à midi et demi. Jean-Marc Morandini. Avec Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1 qui est notre invité. Vos questions au standard d'Europe 1, 39 21. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alain, on vous écoute. Et votre question concernant TF1? Oui, moi je voulais poser une question à Monsieur Stork parce que je trouve qu'il délaisse un peu le public jeune après l'arrêt sous le soleil. On n'a plus de fiction de daytime. De journée donc, c'est ça. Voilà, de donc, fiction comme l'a française dit de Dano, journée. Il n'y a plus de fiction, on va dire, hebdo de 52 minutes qu'on peut retrouver comme le samedi. Je suis désolé Alain, le son est pas bon du tout. Avec votre téléphone, ça grésille beaucoup, mais je crois qu'on a compris la question. Laurent Stork. Oui, vous avez tout à fait raison. On a arrêté Sous le soleil. Ensuite, on a eu une autre série. Et puis maintenant, il n'y a plus de fiction de daytime. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec les jeunes ou les moins jeunes. C'est surtout qu'on s'est concentré aujourd'hui sur les fictions françaises de prime time. Et je pense que d'ici très très peu de mois, vous allez avoir des fictions françaises de prime time qui seront transgénérationnelles. Les jeunes, les moins jeunes et les bien moins jeunes. Notamment, il y en a une qui s'appelle Clem, qui est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte. Et bon, c'est sur le ton de la comédie. Et je pense qu'on va peut-être en faire même une série si on le peut. Et donc c'est vrai que notre fiction française, on souhaite la rendre toujours aussi large puisqu'on parle pour tout le public, tous les Français, mais je pense que les gens jeunes, enfin les moins de 30 ans, vont y trouver beaucoup plus leur compte dans les mois à venir. Donc ça ne passera pas forcément par ce qu'on appelle techniquement la fiction de daytime et des cases comme celle de Sous le soleil. On va garder le magazine qui s'appelle Tous ensemble avec Marc Emmanuel, qui d'ailleurs marche très très bien sur les jeunes. Et qui reviendra au mois de janvier, même si là il fait une petite pause, en fait pour leur laisser le temps de tourner. Ah oui, ils en peuvent plus. de nouveaux épisodes. Justement, tiens, sur les séries, autre question. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Béatrice, on vous écoute. Moi j'avais une question sur les séries justement. Pourquoi systématiquement on enlève les feuilletons de début d'après-midi pendant les vacances? C'est le moment où on est le plus disponible et on peut s'installer tranquillement à les regarder. Alors, réponse de Laurent Stork. Ça, c'est un débat qui, même au sein de TF1, a lieu assez régulièrement. C'est vrai que parfois, il y a des vacances où on les laisse et parfois, on les enlève. En général, et en particulier à Noël, on a quand même des programmes extrêmement festifs. On met nos plus gros films, les plus familiaux à Noël. Et quand vous mettez 2 ou 3 films dans une journée, les films durent d'1h40 à 2h20. Par exemple, quand on va mettre notre trilogie du Seigneur des Anneaux, vous avez un des Seigneurs des Anneaux qui dure quasiment 3 heures. Et ça ne permet pas, même matériellement, de laisser la série feuilletonnante de début d'après-midi. Mais je comprends très très bien votre souci. En tout cas, sachez qu'on se pose à chaque fois la question. Alors en février, je crois qu'on laisse, parfois pour les vacances de Pâques, on l'enlève, on le laisse. Oui, mais à chaque fois, ça fait l'objet d'une réflexion. Voilà, on y pense et après on fait en fonction des films que l'on peut proposer. Question, allez-y, vous êtes chez vous, Béatrice. Vite fait, merci. Moi, je suis surprise de retrouver toujours les mêmes comédiennes dans les séries TV. Il y a trois comédiennes notamment qu'on retrouve partout. C'est à croire qu'on est en pénurie de comédiennes parce qu'on retrouve Claire Camme de partout, on retrouve Isabelle Otero de partout, on retrouve de La Rochefoucauld, je me souviens plus de son prénom. C'est un peu déroutant quand même. Alors pourquoi toujours les mêmes, Laurent Stork? Alors ça c'est effectivement, c'est rarement les spectateurs qui posent cette question et c'est souvent les journalistes. Vous voyez comme quoi les journalistes parlent parfois comme des spectateurs. Exactement. Voilà, ça arrive. Bravo et merci. J'ai plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, TF1, on est quand même une chaîne où nous on a besoin d'avoir des stars, aussi bien dans nos animateurs, animatrices, que les comédiens et les comédiens de téléfilms et de cinéma.
Et c'est vrai que pour faire pour créer des stars comme ça que le public apprécie, il faut une dizaine d'années minimum. Ça prend beaucoup de temps. Une fois qu'elles sont installées, nous, notre travail, c'est également de renouveler les générations et les gens. Quand on a des castings très importants, prenez par exemple Les Toqués. On avait Édouard Montout et Ingrid Chauvin. Ingrid Chauvin avait été c'est un peu une star de TF1, notamment grâce à Dolmen. Et Édouard Montout avait fait beaucoup d'apparitions sur TF1, mais il avait jamais eu un rôle principal. Et on l'a donné. Donc de plus en plus, on va tenter des tandems où il y aura des gens, entre guillemets, qu'on fera monter et des gens très installés. Mais la réponse à votre question, elle est toute simple. C'est parce que les téléspectateurs, ils préfèrent malgré tout avoir des gens de ce niveau. Et hier, pour interpréter Beauté Fatale, j'étais très content d'avoir le talent de Claire Kem et de Stéphane Fraisse. N'oubliez pas que ces gens sont devenus des stars aussi grâce à leur talent. Merci Béatrice. On va prendre une dernière question rapide. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Vous avez 30 ans, vous nous appelez de Caen et vous avez de la nostalgie. Hein. Oui, effectivement, je vous entendais tout à l'heure parler du retour de Sacrée Soirée, de Tournée Manège, du Juste Prix, et j'ai envie de poser la question à Laurent Stork, quid de Dorothée, dont on sait qu'elle essaye de revenir à la chanson et sur les télés locales en Ile-de-France. Dorothée et qui va faire l'Olympia bientôt. Voilà. Dorothée sur TF1, Jean-Marc, c'est possible? Moi je sais pas, mais Laurent Stork va vous répondre. C'est possible, certainement pas pour animer des émissions pour enfants. Maintenant, le retour de tout le monde est possible. C'est une question de talent et d'émissions qu'on peut leur proposer. C'est vrai que dans le duel des générations, ça a permis de faire revenir en plateau beaucoup de gens qui avaient incarné les années 60, 70, 80, 90. Dorothée, visiblement, puisqu'on l'avait l'autre jour en direct sur Europe 1, elle voudrait plutôt être héroïne d'une série ou d'un téléfilm. C'est envisageable? C'est envisageable. Pour autant, aujourd'hui, on est sur une politique qui est assez logique. On fait passer des essais aux gens. J'avais cette conversation hier à propos de 3 ou 4 personnes assez connues. J'ai dit, mais non, je vais pas vous le dire, Jean-Marc. Mais écoutez, s'ils acceptent de jouer le jeu, ils passent des essais. On verra bien lequel est le meilleur. Je vous rappelle que c'est comme ça que Sébastien Coé s'est retrouvé dans Tournée Manège. Il n'était pas forcément la personne qu'on avait en tête, la première. D'ailleurs, on aurait préféré éventuellement avoir une femme pour animer Tournée Manège. Il s'est avéré qu'il y a eu des essais de fait, et par rapport à ce programme, il cadrait très bien. Voilà comment on souhaite traiter ce genre de choses. Merci Nicolas. Une pause dans un instant. Les indiscrétions avec Maître Maubert et Frédéric Bonneau sera là. C'est Europe 1 et vous continuez à poser vos questions au directeur général adjoint chargé des programmes de TF1 3921. Europe 1. Le grand direct des médias. Europe 1, le grand direct des médias. Les voix du PAF. Jean-Marc Morandini. Et c'est le moment de jouer ensemble le jeu Les voix du PAF. Écoutez les 4 voix. Les gens la télévision en direct. Voilà, qui prononce ces 4 voix? On en connaît 3, Julie. En 2, Emma Decaune. En 3, Olivier Mine. En 4, Bertrand Renard. Il manque la voix numéro 1. On vous aide avec ces 2 indices. La voix numéro 1 a fait son choix et elle adore le chiffre 55. On joue pour 3260 €. Bonjour David. Ouais, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous savez que 3 voix sont donc découvertes. Si vous trouvez la 4e, eh bien, c'est gagné pour vous. Vous remportez la cagnotte. Allez-y. Je pensais à Sophie Favier. Sophie Favier. Et non, c'est pas elle. Désolé David. Merci d'avoir joué. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marc. On vous écoute Stéphane. Allez-y. Catherine Barma, Emma Decaune, Olivier Mine et Bertrand Renard. Non plus Stéphane. Vous remportez les cadeaux, mais pas la cagnotte. Et puis Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Vous nous appelez de Vitrolles. On vous écoute. Allez-y. Moi, je propose de Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye qui a fait son choix. Ah oui, ça, je vous confirme qu'elle a fait son choix, oui. Elle est née en 55. Elle est née en 55, d'accord, je savais pas. Mais non, c'est pas elle non plus. Merci Chantal d'avoir joué. Allez, pour tous les candidats, le coffret Guerre et Paix de Paris Match, bien sûr, avec des très belles photos d'actualité de ces dernières années. Les indiscrétions avec Maître Maubert. On démarche à remettre avec les audiences de la semaine dernière. C'est le Mediamat hebdo de Médiamétrie. Oui, vous en parliez tout à l'heure avec donc la part d'audience moyenne de TF1 qui est tombée à 24,6%. Je n'y reviens pas. France 2 pour sa part remonte un petit peu en passant de 16,6 à 16,8% de moyenne. M6 aussi est à la hausse légère à 10,6 contre 10,3 la semaine précédente. France 3 pour sa part est en recul et repasse sous la barre des 11% à 10,9. Les nouvelles chaînes de la TNT, elles, sont à nouveau à la hausse à 17,6% au total. Et puis à propos de TNT, Virgin 17 lance son service de télé de rattrapage. Oui, pas mal de chaînes, TF1, M6, Canal ou W9, pour ne citer que celle-là, propose déjà la Catch-up TV. Virgin 17 s'y met donc. Baptisé Virgin 17 Replay, ce service vous permettra de revoir certains programmes de la chaîne quand vous le souhaitez et ce, gratuitement. Laurent Stork, ainsi par exemple, voulait revoir certains épisodes de l'île de la Tentation qui étaient auparavant chez vous sur TF1 et que diffuse en ce moment Virgin 17. Eh bien, vous allez donc sur internet, Virgin 17 Replay et Zoo
À vous les bimbos délurés, si c'est pas le bonheur. Laurent Stork, TF1 continue à développer la télé de rattrapage comme ça. C'est un gros chantier chez vous. Écoutez, c'est même un chantier qui est achevé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 70% de nos émissions qui sont en rattrapage, mais c'est pas une fin en soi. Nous, Internet, on ne souhaite pas s'en servir pour du rattrapage. Sinon il y a les magnétoscopes et les DVR pour ça. Nous, on souhaite s'en servir pour des rebonds. Il y a eu 320 millions de vidéos qui ont été vues sur Secret Story. Aujourd'hui, pour chacune de nos émissions, il y a une réflexion sur comment on fait du rebond grâce à Internet et comment on se sert de cet outil qui est effectivement fabuleux. Pour l'île de la Tentation, ce sera la même mécanique, c'est-à-dire pas de live, pas pour l'île de la Tentation, pardon, pour la ferme célébrité, la même mécanique, c'est-à-dire pas de live, mais des extraits vidéo mis tout au long de la journée sur le net. Il y a de fortes chances, sachant qu'on est vraiment en train de travailler là-dessus en ce moment, parce que je vous rappelle que c'est quand même à plusieurs milliers de kilomètres. De l'opéra sur France 3. Oui, durant le temps des fêtes, il y aura pas mal de spectacles en soirée sur la 3, de la danse, avec les ballets russes, du cirque, des concerts, aussi de l'opéra. Ce sera Carmen de Bizet dans une version avec instruments d'époque. Ce qui nous promet France 3 vise à raviver, tant sur le plan musical que dramaturgique, la flamme originelle de Carmen. Bon, c'est un peu en poulet, ça doit vouloir dire que c'est très bien. À propos d'opéra, tiens, je rappelle que TF1 aussi s'y met. Enfin bon, Laurent Stork, vous ne prenez pas de gros risques, puisque la Dame de Pique de Tchaïkovski sera diffusée le 23 décembre prochain, enfin le 24 décembre, soyons exacts, ce sera à 2h10 du matin. Et puis retour sur une information évoquée hier. Oui, je vous parlais de ce match de foot diffusé par erreur samedi soir sur la chaîne Planète du groupe Canal+, alors que le samedi c'est Orange qui détient l'exclusivité du foot en direct. Les téléspectateurs de Planète avaient pu voir quelques minutes du match Lorient-Auxerre, une information qui avait été révélée dimanche par le site ozap.com. Suite à cette information de nos confrères de ozap.com, Canal+ a décidé d'ouvrir une enquête en interne pour déterminer d'où venait ce blog. Erreur technique ou malveillance? L'enquête devrait le déterminer rapidement. Merci beaucoup. Dans un instant, Frédéric Bonneau qui a regardé TF1 hier. Europe 1. Le grand direct des médias. Le grand direct des médias sur Europe 1. Bono TV. Jean-Marc Morandini. Frédéric Bonneau nous a donc rejoint. Frédéric, et puis ça tombe bien, Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1, est avec nous. Et vous avez regardé TF1 hier? Oui, au milieu de la nuit, j'ai regardé, je sais pas, est-ce que c'est la seule? Peut-être Laurent Stork sera pas d'accord avec moi. Il me corrigera si je me trompe, mais en tout cas, à mon avis, la seule émission culturelle de TF1, donc diffusée vers 1h05, 1h10 du matin, à savoir Field la nuit. Alors on va écouter tout de suite la présentation de Michel Field. Merci de nous rejoindre au cœur de la nuit. Nous allons parler littérature, politique, sport, en compagnie de femmes qui ont écrit, soit sur la condition féminine en général, soit sur leur condition féminine en particulier. On va parler aussi de théâtre, on va parler cinéma, enfin, on va passer, je crois, un bon moment. Alors, tout est vrai dans ce que vient de dire notre camarade Michel Field, sauf une chose intéressante, mais qui, je dois dire, n'est pas du tout une spécialité de TF1, peut-être à l'exception de France 5 et de François Bunel avec La Grande Librairie. Toutes les chaînes font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'elles claironnent, on va parler de littérature. Bien sûr que non. On parlera de tout, sauf de littérature. La différence, si vous voulez, c'est que, par exemple, quand Valéry Giscard d'Estaing sort un bouquin ou Chirac ses mémoires, c'est un livre. Ça, c'est incontestable. Est-ce que c'est de la littérature? Évidemment que non. C'est-à-dire que la littérature n'a quasiment jamais le droit de citer à la télévision. Et hier soir, c'était une excellente émission, et je le dis sérieusement, sociétale, mais ce n'était pas une émission littéraire. Le dispositif, c'est un vieux truc de TF1, mais c'était le TF1 d'avant, le rachat par Francis Bouygues. Eh ben, ça s'appelait Droit de réponse. Ça se ressemble à un tel point que c'en est presque rigolo pour un vieil habitué de la télévision. C'est-à-dire qu'on sait finalement que Droit de réponse avait été supprimé parce que Michel Pollack et son équipe s'en étaient pris donc au nouveau patron de TF1, à savoir Francis Bouygues à l'époque. Et ben là, l'émission de Michel Field, c'est le même dispositif et même le même décor. C'est-à-dire qu'il y a les invités principaux en avant-plan, comme ça, avec l'animateur, et derrière, il y a un système de gradins très bien fait. On a l'impression vraiment qu'ils ont repris le même décor. Et là, il y a un public qui est constitué de beaux jeunes gens qui sont en master de littérature à la Sorbonne et qui s'appellent Cerise, Sixtine. Vous voyez? Et c'est assez rigolo à regarder parce qu'on se dit que c'est étonnant sur TF1 parce que TF1 n'est pas complètement, enfin on peut pas dire, peut-être Laurent Stork sera pas d'accord avec moi, on peut pas dire que TF1 soit absolument la chaîne de la gauche caviar, vous voyez, de la gauche Nouvel Observateur. Eh bien hier, c'était vraiment ça, c'était la chaîne, mais vraiment gauche caviar, plateau Nouvel Obs, tout le monde était de gauche sur ce plateau, les filles qui intervenaient s'appelaient Sixtine, c'était invraisemblable, pourquoi pas Mazarine tant qu'on y était, et il y a même eu un échange entre Michel Cotta et Clémentine Autain, il y en a aucune des deux qui est de droite, écoutez.
voilà, pardon Clémentine, mais j'ai tellement entendu de discours aussi formidables que celui que vous venez de tenir, évidemment sur la distance, en 40 ans ou en 30 ans. Voilà, alors je vous souhaite bonne chance vraiment, mais avec une espèce de scepticisme des vieilles troupes. Hein. Vous voyez, ce sont les vieilles troupes de la gauche qui se parlent entre elles sur TF1 à 1h20 du matin. C'est quelque chose d'assez étonnant. Je me demandais un peu où j'étais un moment. Donc selon vous, Frédéric, cette émission a des vertus devenues rares à la télé? Alors, cette émission a des vertus devenues rares à la télévision, Jean-Marc, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'on se permet, que Michel Field se permet, parce que c'est vraiment un excellent débatteur et meneur de jeu, Michel Field, et il se permet un truc qui est devenu absolument interdit à la télévision et à la radio aussi, et qui naturellement est permis dans la vie courante, Jean-Marc. Ça s'appelle l'allusion. C'est-à-dire que maintenant on considère que le public est tellement bête qu'il faut tout bien lui dire, tout bien lui mâcher, voyez, avec un clou et un marteau pour appuyer sur le clou, et qu'on n'a plus le droit de faire allusion à quelque chose. Et là, pendant l'émission, Michel Cotta va faire allusion au fameux débat entre Jacques Chirac et François Mitterrand en 1988, avant le second tour de la présidentielle. Écoutez Michel Cotta. Mais pouvez-vous vraiment... Ah non. C'est pas Michel Cotta, ça, a priori. Ça, c'est pas Michel ça, je vous Cotta. confirme. Ou elle a mué depuis, voilà. Mais c'est pas elle. Michel Cotta qui dit restons sur ce moment de télévision. Écoutez. Donc à la fois on est tendu en se disant mais il faut qu'ils disent tout, et puis les Français regardent, et puis c'est un débat présidentiel, et à la fois on se dit c'est quand même un formidable moment de télévision, surtout restons sur ce moment de télévision. Et alors ils en parlent comme ça pendant 10 minutes, mais alors si vous avez moins de 30 ans, voilà quoi, l'allusion. Alors évidemment là on m'a un peu gâché mon effet, mais je vais pas vous en priver. Allez, je vais vous faire écouter Chirac et Mitterrand en train de se disputer. Mais pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Dans les yeux, je la conteste. Ah, ça, c'était quand même le bon temps, Jean-Marc. Eh ben, cette émission prouve que finalement, sur TF1, il peut avoir de bonnes émissions culturelles ou sociétales, disons, et que, ma foi, eh ben, quand ils veulent, ils peuvent. On peut juste regretter qu'ils ne veulent pas souvent. Merci beaucoup, Frédéric Bonneau. Dans un instant, continue à parler de TF1. Vos réactions, vos questions, 39-21. Dans un instant, Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1, toujours avec nous. On va parler justement des séries de TF1, séries américaines, séries françaises. À tout de suite sur Europe. Europe 1. Le grand direct des médias. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Laurent Stork, directeur général adjoint de TF1, qui est notre invité, on va dire un mot sur les fictions françaises et étrangères. Laurent Stork, alors c'est vrai qu'il y a des classiques, on va dire désormais sur TF1, c'est les fameux experts, c'est les New York Unités Spéciales, c'est également Dr House, c'est Grey's Anatomy, mais où sont les nouvelles séries américaines? Bien, les nouvelles séries, on en a acquis 5 à 7 en mai dernier. Comme vous le savez, il faut qu'en Amérique, elle s'installe pour qu'ensuite il y ait 22 épisodes qui arrivent en France. La principale qui va arriver sur nos antennes, c'est Mentaliste, avec Simon Baker, qui a quand même énormément de succès là-bas. Et qui est très bien en plus. Oui, on a vu, qui est très bien. Bah, merci de le dire. C'est vrai que on a vu 22 épisodes et c'est vrai que c'est bien. On en a une autre qui était vraiment bien, qui s'est arrêtée, mais on en a 2 saisons. Elle est très bien. Elle s'appelle Dirty Sexy Money. C'est l'histoire. Ils ont tenté de réinventer quelque chose entre Dynasty et Dallas. Ce sera bientôt sur TF1. Mais c'est pas du prime, ça. Non, clairement. Pas pour la connaître aussi, c'est pas du prime. Non, c'est même impossible en même temps. Enfin, sans doute pas. Ouais. Et puis quelque chose qui n'est pas du prime du tout, c'est Dexter, que voilà, vous avez pu voir sur une chaîne concurrente et sur Canal, et qu'on avait acheté il y a 3 ans. C'est parce que ça, il y a longtemps quand même. On doit en être à la 4e saison, si je ne m'abuse, aux États-Unis. Pourquoi ne l'avoir pas diffusé? On est parti du principe, d'abord parce que Canal a la priorité sur la série, et le deuxième point parce qu'on est parti du principe qu'il faut quand même sérieusement s'attacher à lui pour commencer à aller un peu plus loin et pas rester juste sur la première impression. Donc on voulait avoir le plus d'épisodes possible avant de la mettre à l'antenne, puisque nous, contrairement aux Américains, on les diffuse 2 par 2 ou 3 par 3. Donc ça arrivera en janvier? Ça peut, oui, au prochain semestre. Au prochain semestre et en deuxième partie de soirée? Ah bah oui, deuxième partie de soirée. Non mais pas troisième. Oui, et demi, c'est ça, parce que c'est une série qui doit diffuser très tard. Donc c'est après 23h. Oui. Très bien. Un mot sur les fictions françaises. On a le sentiment qu'aujourd'hui la stratégie de TF1, c'est vraiment aussi de mettre en avant les animateurs de la chaîne, Christophe de Chavannes, Jean-Luc Reichmann, et d'en faire des héros récurrents. Vous allez continuer sur cette voie? La vraie stratégie de la chaîne, c'est de faire une case du lundi avec de la comédie,
parce que c'est vraiment là où on fait, où le public, je sais pas, il y a une envie de comédie le lundi que je m'explique pas tant que ça, mais en tout cas je le constate. Donc on va tenter d'avoir une 50aine de cases. C'est de après la comédie. déprime du dimanche. Mais je sais pas, il y a un truc comme ça qui se joue dans l'esprit des gens parce que vraiment quand on met des comédies, on fait vraiment des scores impressionnants. Et le jeudi, qui était une case très policière, on va maintenir les policiers qui marchent très bien, notamment Julie à Paris, RIS, profilage, section de recherche. Julie Lescaut, hein, pas la train, on précise. Non, pardon, pas. Donc Julie Lescaut. Oui. Et on est en train d'inventer des séries qu'on appelle procédurales, c'est-à-dire qui se terminent avec un début, une fin, mais pas feuilletonnante, mais qui soit peut-être pas encore dans l'univers policier, parce qu'on en a déjà beaucoup. Donc on en a une dernière avec Interpol et le retour de Corinne Touzé sur TF1 dans une fiction. Et ensuite, comme je vous le disais, on a Stéphane Fraisse qui va faire un avocat. On va sans doute une série sur un médecin en province, et on est en train de tenter peut-être quelque chose avec une voyante. Enfin, on essaie, voilà. Ah donc oui, c'est plutôt original. Ouais, très original. Quant à votre première question, c'est vrai que les animateurs de la chaîne, parfois, ils nous demandent, ils nous disent, nous, parfois d'abord, à l'instar, par exemple, de Jean-Luc Reichmann, ils ont fait des études de comédie. Jean-Luc, il a commencé par des études, il a fait 5 ans d'études, voilà. Donc, ils sont très légitimes à être comédiens. Et ce qu'on a fait avec Docteur Sauvage, donc Victor Sauvage, c'est Jean-Luc Reichmann dans le rôle d'un vétérinaire qui revient de la brousse et qui se retrouve dans le sud de la France à la tête d'un parc animalier. J'ai vu le pilote, c'est très réussi. Il y a 9 chances sur 10 que ça fasse une série, parce que je pense que le public va bien apprécier ça. Le projet d'une série avec une voyante, c'est le projet de Thierry Ardisson ? Non, le projet Thierry Ardisson n'est pas avec une voyante. C'est avec quoi? C'est un secret, et c'est plus... Parce qu'il nous en a parlé hier, donc qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a donné le sujet? Oui, allez-y, vous pouvez le répéter. Non. C'est vraiment good cop, bad cop ici. Hein. Allez, disons que c'est sociétal, on va dire. Le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. C'est tout comme avec Bastien Millot. Bonjour. Qui nous a rejoint, Bastien, pour parler de communication que vous décryptez tous les jours, communication d'artistes, de chaînes de télé, de politique, et aujourd'hui même de conférences de presse, puisque vous allez essayer de décrypter la communication utilisée hier par le président de la République. Vous le savez, Jean-Marc, ici on analyse de plus en plus souvent la communication des people, des chanteurs, des vedettes, et puis une fois de temps en temps, on prend un peu de champ et on va vers le cœur du sujet. Donc aujourd'hui, la conférence de presse, qui était la deuxième hier qu'a donné Nicolas Sarkozy depuis le début de son mandat, avec un sujet bien défini dont les journalistes ne se sont pas éloignés, le grand emprunt. Or, on le sait, la conférence de presse est, depuis le début de la Ve République, un exercice de communication périlleux, y compris pour les communicants les plus expérimentés. Alors, c'est aussi entré dans les usages pour les présidents de la République, cette conférence de presse, pour tous ceux qui s'y sont prêtés. C'est un passage presque obligé, mais moins quand même qu'aux États-Unis, où le président est prié de passer sur le grill à échéance régulière. En France, même les présidents peu friands de l'exercice, comme Chirac ou Giscard, qui les avaient rebaptisés poétiquement réunions de presse, se sont prêtés aux questions-réponses avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, le premier à s'y être collé, c'était De Gaulle. Dès son arrivée à l'Élysée, il a mis en scène ce type de rendez-vous avec une gestuelle théâtrale, des mimiques travaillées qui n'appartenaient qu'à lui et des répliques faisant mouche. Évidemment, vous me direz, les formules sont plus faciles à ciseler quand on connaît les questions à l'avance, comme du temps de l'ORTF, et qu'on a appris ses réponses par cœur. Et du coup, même avec ça, De Gaulle ne déclenchait pas pour autant un enthousiasme général. Et Nicolas Sarkozy, comment se comporte-t-il dans ce type de rendez-vous? Il doit se préparer méthodiquement et répéter ce que l'on appelle en politique des éléments de langage. Avantage, on maîtrise le sujet. Inconvénient, on perd en spontanéité. Donc il a soigneusement précisé que l'exercice se limiterait au champ économique et social. Et du coup, son échange avec Laurent Geoffrin, le patron du journal Libération, habitué des passes d'armes un peu percutantes avec lui, est apparu presque urbain. On se serait presque cru l'espace d'un instant au pays des bisounours. Et finalement, ma chère Julie, ce sont les journalistes de la chaîne parlementaire qui sont passés pour les plus virulents. Comme quoi, tout arrive. Très bien. L'opération de communication est-elle plus réussie que l'année dernière? Alors, on était dans deux exercices totalement différents. En janvier 2008, les plumes étaient d'autant plus affûtées que cette conférence remplaçait la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse, privant toute la profession d'une occasion de se goinfrer au buffet et les pauvres. Et là, Sarkozy avait surpris son monde, notamment en lâchant sa bombe sur la suppression de la publicité à France Télévisions. Cette fois-ci, il a annoncé des décisions qui étaient déjà connues depuis un petit moment. Du coup, on
on a plus l'impression qu'il s'agissait de cocher une case conférence de presse comme il s'était récemment employé à le faire avec la case déplacement en banlieue. C'est pas que ça fait plaisir, mais bon, il faut bien le faire à un moment ou à un autre. Finalement, Sarkozy aurait bien pu choisir un autre dispositif pour tenir le même discours. C'est vrai qu'il aurait pu par exemple faire une télé pour dire la même chose, mais on peut interpréter son choix différemment. Vous en souvenez peut-être, Laurent, l'une des dernières fois que le président avait donné une allocution à la télévision en février dernier, les techniciens avaient oublié de mettre l'enregistrement en marche et il avait été obligé de refaire la prise complète à quelques instants de la diffusion. Ça l'a peut-être fait réfléchir. Finalement, s'il veut en revenir aux fondamentaux, Nicolas Sarkozy pourrait faire sienne cette phrase du général de Gaulle, encore lui: recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir, un petit nombre un ennui, un seul d'entre eux un supplice. Merci beaucoup Bastien Millot. Dans un instant, le jeu, les voix du PAF et puis le télérépondeur. Votre avis sur la télé. À tout de suite. Europe 1, le grand direct des médias. Les voix du PAF. Jean-Marc Morandini. Les voix du PAF 39-21. Il y a combien à gagner, Julie? 3320 €, c'est beaucoup. 3320 €, ça commence, il suffit à être pas mal, il suffit de trouver une seule voix, en fait, puisqu'on a trouvé les 3 précédentes. Oui. Vous trouvez la 4e et vous repartez avec la cagnotte, ça serait pas mal avant les fêtes. On réécoute. Les gens la télévision en direct. Voilà, c'est juste la première voix qu'il faut trouver. Et en plus, il y a 2 indices pour cette première voix. La voix numéro 1, donc celle qu'on cherche, a fait son choix et elle adore le chiffre 55. Voilà, pourquoi 55? Si vous trouvez ça, à mon avis, vous allez facilement trouver la voix. On gagne. On gagne 3320 €. Oui. Ça, c'est la Et pour cagnotte. tous ceux qui appellent. Et pour tous ceux qui appellent, l'album Paris Match. Vous savez, cet album Guerre et Paix avec les plus belles photos de l'actualité de ces dernières années. Allez, on va au standard. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Céline. Merci. Allez, 4 propositions, enfin 4 voix, en tout cas, puisqu'on en connaît 3. Allez-y. Alors, je pensais à Aïda Touiri. Aïda Touiri, je suppose, hein, Oui. c'est ça, d'M6. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Merci Céline. Je vous rappelle qu'il faut répéter les 4 voix si vous voulez faire tomber la cagnotte, parce que si vous ne les répétez pas, c'est pas pour vous la cagnotte, ce sera à mon avis pour le suivant. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, on vous écoute. 4 propositions. Alors, je pense à Élise Lucet pour la voix numéro 1, il y a Emma Decaune, Olivier Mine et Bertrand Renard. Pourquoi Élise Lucet? Elle a fait son choix de rester sur la 2, j'ai pas trop d'indices pour le chiffre 55. Oui, mais c'est pas ça, Annie. Désolé. Merci d'avoir tenté votre chance. On vous envoie les cadeaux, bien évidemment. Et puis Patricia de Bordeaux. Bonjour Patricia. Bonjour Jean-Marc. On vous écoute Patricia, allez-y. Alors, moi j'avais pensé à Laure Madelou, Ouais. Emma Decaune, Olivier Mine et Bertrand Renard. Eh ben non, c'est pas ça. Et je vous rappelle que c'est des gens de la télé, hein, bien évidemment. Oui, c'est les voix du PAF, donc c'est forcément des gens de la télé. Merci Patricia. Bonne journée à vous à Bordeaux. Au revoir. Et demain, 3280 € dans la cagnotte. Allez, tout de suite on passe au télérépondeur. Votre avis sur la télé chaque jour, c'est vous qui le dites. 39-21. Allô, oui, je voulais dire... Génial. Bonjour Jean-Marc. Allô? Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, c'est Roseline de Bayonne. Jean-Marc, je suis en train de regarder l'émission ce soir, le 19-20, Grand Journal de Canal+. Et je constate que tous les soirs, pratiquement tous les soirs, Monsieur Apathy n'est jamais content. Il n'est jamais content de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait. C'est vraiment un journaliste qui ne vous donne pas du baume au cœur. Alors, vite, Nicolas Canteloup, imitez-nous, Monsieur Apathy. Imitez-le, s'il vous plaît, parce que ça nous fera quand même beaucoup plus sourire. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour Jean-Marc et bonjour Julie. C'est Philippe de Toulouse. Bonjour. Marie-Sébastien et Basilic sont en demi-finale. Les 3 favoris sont là. Mais Julie Zenati va devoir réfléchir au choix des chansons pour les demi-finales. Parce que ce soir, elle s'est plantée. Elle l'a reconnu un peu, pas trop quand même, mais quand elle dit qu'elle est dans une position de merde ce soir, eh bien, c'est clair qu'elle s'y est mise toute seule. On ne peut pas se tromper dans le choix des chansons lorsqu'on a affaire à des candidats aussi jeunes, qui ont moins de 25 ans. Et surtout quand on a parmi ces candidats une adolescente. On ne peut pas se tromper. Voilà, merci. Bonjour Jean-Marc, Jacques de Fréjus. Eh bien, je vous appelle concernant monsieur Jean-Luc Petit-Renaud, que j'ai vu hier soir dans votre émission en direct 8. Et je dis bien monsieur, hein, et je pense que ce monsieur, justement, devrait faire un tour dans les collèges et dans les lycées, et puis nous apprendre la cuisine à nos enfants, et leur apprendre la façon de bien manger, la façon de préparer un plat, le plaisir, c'est un mot qui est revenu souvent dans sa bouche hier,
et le plaisir qu'on a à préparer un petit plat et ensuite à le déguster et à voir ses amis le déguster. Ce monsieur-là, il devrait avoir des médailles, il devrait être récompensé, c'est presque un philosophe, vous voyez, c'est un ça va le philosophe faire de la vie. plaisir en tout cas. Je le rejoins absolument quand il dit que manger un petit plat avec plaisir, quand on dit un petit plat, ça peut être un bourguignon, des rillettes ou un couscous, quand on le mange avec plaisir, ça fait pas grossir. Ça devrait être une devise qu'on applique. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, c'est Chloé de Bordeaux. Je vous appelle parce que j'ai regardé hier soir Génération Famille, c'était tellement drôle, je suis désolée, mais alors moi, voir des petits vieux me raconter leur sexualité, on était morte de rire avec mon mari, quoi. Jean, 83 ans, qui explique qu'il a une femme, une maîtresse, et qu'il arrive encore à faire ça 14 fois par nuit. Enfin, nous, on était écroulés, et en même temps, on les envie un peu, c'est cool, quoi. Bon, bonne émission, salut. On les envie un peu, très bien. 39-21, c'est le télé-répondeur. Laurent Stork, on peut dire un mot peut-être sur les programmes des fêtes, parce que ça va arriver très vite sur TF1. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de montrer des programmes inédits, parce qu'on a le sentiment que c'est souvent des rediffs pendant les fêtes, mais de plus en plus avec la concurrence de la TNT, les chaînes hertziennes dites classiques ont tendance à faire des efforts. Alors, vous avez raison, on a fait des gros efforts. On a axé nos efforts sur deux directions. La première, c'est de mettre pratiquement tous nos principaux animateurs à l'honneur. Donc, il y a Jean-Pierre Foucault dans Sacrée Soirée demain. Ensuite, on a Nikos Aliagas et Sandrine Quétier qui vont présenter 120 minutes Inside, qui est la version prime time, exactement. Ensuite, le 24 décembre, on a un Attention à la marche spécial Noël par Jean-Luc Reichmann, qui est évidemment inédit, mais qu'il a tendance à faire tous les Noëls parce qu'on aime bien qu'il revienne à cette période de l'année. On a un spécial Noël des enfants de la télé avec Arthur. On a un bêtisier présenté par Victoria, sans Christophe. Et le 31 décembre, on a Christophe sans Victoria qui présente les 100 plus grands. Donc, on trouvait intéressant d'avoir la moitié de nos animateurs stars à l'antenne sur une période de jours, sur 8 jours. 8 à 10 jours. Et le deuxième axe, c'est sur les longs métrages. Donc je vous ai dit, on a mis toute la trilogie du Seigneur des Anneaux, avec une programmation assez originale, puisqu'il y en a l'après-midi, il y en a également en deuxième partie de soirée. On a Narnia en inédit sur TF1, qui est vraiment le film de fête par excellence. Et puis on a quand même Cars, qui est inédit, le film de Walt Disney. Et on a Ma sorcière bien-aimée. Voilà, donc c'est extrêmement familial. Je pense qu'on fait des efforts depuis 2 ou 3 ans. À cause de la TNT? Non, d'une manière générale, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens en vacances qui ont l'occasion de regarder la télé. Et c'est vrai que c'est une période où nous qui sommes une télé vraiment populaire et transgénérationnelle, c'est vraiment à ces périodes de l'année où on peut avoir un petit enfant et son grand-père, enfin une famille, quoi, 7 à 97 ans devant la télé. Donc voilà. Europe 1, le grand direct des médias. C'est pas très net. Jean-Marc Morandini. C'est pas très net et Guy Verhulst nous rejoint à nouveau. Guy, vous revenez sur les premières suites judiciaires de la vidéo qui a le plus buzzé cette année. C'était celle de Brice Hortefeux. Jean-Marc, vous connaissez forcément Amine Benalia Brouch. C'est le militant de l'UMP qui avait connu son heure de gloire en septembre à l'université d'été de Seignos dans les Landes. C'est à son propos que Brice Hortefeux avait prononcé sa phrase plus que douteuse. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Vous vous souvenez de cette vidéo qui a fait le tour de la toile, provoqué une grosse polémique. On se rappelle que peu après sa diffusion par le Monde.fr, monsieur Amine Benalia Brouch avait pris la défense de Brice Hortefeux en enregistrant une vidéo pour affirmer sur Internet qu'il n'y avait aucun dérapage du ministre de l'Intérieur. Et cette deuxième vidéo avait été immédiatement détournée par les internautes. Et oui, sur Internet, t'es visible, t'es visé. Les internautes se sont emparés de la vidéo. Pas ça, c'est bien. Ah oui, c'est le théorème de Luis Fernandez, vous savez, l'entraîneur de foot. Les internautes se sont emparés de la vidéo du militant. Dans un de ces détournements, un internaute facétieux a rajouté en contre-champ des plans de Brice Hortefeux dans lesquels on voit le ministre de l'Intérieur qui brandit des panneaux où sont écrites les phrases que le jeune homme prononce, mais il y avait une autre version, et c'est l'ombre d'une Kalachnikov qui avait été ajoutée en premier plan, pour sous-entendre que le jeune militant défendait Hortefeux sous la contrainte, et puis il y avait même des bruits de chargeurs automatiques qui avaient été rajoutés, de l'humour, de potache du net. Alors ce détournement n'a pas fait rire le militant qui a porté plainte. Oui, d'abord parce que sous la vidéo, il y avait des commentaires très violents et racistes, donc le jeune homme a porté plainte pour insulte et injure à connotation raciale, incitation à la haine raciale, mais il a également porté plainte pour menace de mort, sans qu'on arrive très bien à savoir s'il visait l'auteur de la vidéo parodique ou bien les commentaires en dessous. Une enquête a été confiée à la gendarmerie. Le but de l'enquête étant d'identifier les adresses IP pour remonter jusqu'à la source du message. Et cette enquête a abouti. Les policiers ont découvert que l'auteur de la vidéo travaille au Monde.fr. Avouez que ça tombe bien parce que c'est justement le Monde.fr qui avait sorti la vidéo de Brice Hortefeux. L'auteur du montage vidéo a été entendu par les policiers. Il a reconnu les faits. Quant au Monde.fr, ses responsables expliquent que le site n'est pas directement concerné, qu'il s'agissait d'une initiative
personnel. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous Guy, le fait que l'auteur de la vidéo travaille dans un site d'information réputé comme le Monde.fr? L'avocat d'Amine Benalia Brouch, maître Bertrand Desfosses-du-Rôde, lui, là, ça l'inspire beaucoup. Ce matin, dans Sud-Ouest, il se lâche et il mélange tout. Je le cite, cette affaire ouvre un débat sur l'utilisation d'Internet, sur la façon dont la presse traite les affaires judiciaires, sur la façon dont la presse se sert d'Internet, la façon dont la presse respecte ou viole la présomption d'innocence, et il va falloir accepter qu'un jour ce débat ait lieu. Un bloubi-boulga. D'abord, je vois pas le rapport avec l'information ni avec la présomption d'innocence, c'était de l'humour. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était de l'humour. Autant je suis d'accord sur la responsabilité des auteurs de commentaires racistes odieux et de ceux qui ont laissé passer ces commentaires, autant je désapprouve des poursuites éventuelles contre l'auteur de la vidéo pour menace de mort. C'était une blague, une caricature, une pochade, une blague grossière pour suggérer que le militant de l'UMP défendait Brice Hortefeux sous la contrainte, rien de plus. Et que l'internaute travaille au Monde.fr dans une boucherie ou qu'il soit plombier, ça ne change rien. S'il devait être poursuivi, condamné même pour menace de mort à cause d'une plaisanterie, ce serait un précédent grave. Il faudrait alors juger tous les internautes qui font des parodies sur le net, je sais pas, il y en a 500 000 par jour, et aussi condamner toutes les équipes de télévision qui font des montages vidéo et des caricatures tous les jours pour se moquer des acteurs de l'actualité. Je pense à l'équipe qui réalise les montages dont on n'est pas couché pour Laurent Ruquier, je pense aux voyous du petit journal de Yann Barthès, je pense aux salauds de l'équipe du Sarko Info dont je suis, et pourquoi pas les guignols, et quand Lou, direct, le bagne. À demain, ça sera pire. Merci beaucoup, Guy Berenbaum. Jean-Marc Morandini, le grand direct des médias. Et comme chaque année, France 3 propose ce soir une soirée exceptionnelle consacrée à la série Plus belle la vie. Cette année, les 4 copines du Mistral, Blanche, Myrtha, Mélanie et Céline, vont se retrouver au Maroc. Hubert Besson, producteur de Plus belle la vie, est en direct avec nous sur Europe 1. Hubert Besson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est la première fois que la série est tournée à l'étranger, en l'occurrence dans le désert marocain. Pourquoi ce choix ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quelque chose qu'on avait un peu expérimenté dans les primes précédents, à savoir qu'on était allé, on a procédé par petits pas. La première fois, on est allé à Aix-en-Provence, la deuxième fois, on est allé à Lyon, et puis on s'est rendu compte qu'on arrivait à gérer un peu des plannings hors planning feuilletonnant, et donc on a tenté l'aventure avec l'Office du tourisme du Maroc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est sponsorisé cette opération ? C'est un partenariat, c'est-à-dire que l'Office du tourisme nous a un peu aidé sur nos repérages. Et puis ils nous ont aidés aussi sur nos logements sur place, et puis au niveau de l'infrastructure, et on a travaillé avec un producteur sur le terrain. Donc c'est un grand spot de pub qu'on va voir ce soir. Oh, c'est pas un grand spot de pub, c'est avant tout une histoire avec 4 filles, Nathan, qui est vraiment basé sur les fondamentaux de Plus belle la vie, avec nos personnages et un lien avec Marseille. On a le sentiment qu'à chaque fois que vous faites un prime, vous explorez des univers différents. Il y a eu la version thriller, la version comédie. Là, on est vraiment sur la version aventure. Là, c'est l'aventure, c'est le trekking qui va mal tourner et dans un endroit totalement idyllique. Ouais. Les spectateurs, c'est toujours la question qu'on pose, mais qui ne suivent pas la série quotidienne, ils peuvent pas regarder ce soir. Ils vont se retrouver un peu paumés, non ? Il n'y a aucune raison. Au contraire, chaque année, on fait en sorte qu'on puisse raccrocher les wagons, même si on ne connaît pas bien le feuilleton. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit plus pour ceux qui connaissent le feuilleton, parce que c'est une histoire qui est déjà installée depuis un petit moment dans le feuilletonnant. On a déjà vu des images qui ont été tournées du côté d'Agadir. Et ce soir, c'est la grande aventure marocaine. Voilà. Mais on peut le prendre comme une soirée spéciale, comme un one-shot, même si on ne connaît pas bien le feuilleton. Raison de plus pour le découvrir. Pour France 3, on a l'impression quand même que c'est un peu le jackpot à chaque fois qu'il y a des primes Plus belle la vie. Mais ce soir en face, vous allez être confronté aux experts, vous allez être confronté à la France, à un incroyable talent. Ça va pas être simple? C'est ce qu'on se dit à chaque fois, et puis on s'en sort pas mal, quoi. Voilà, c'est vrai jusqu'à présent, on a fait des bonnes parts de marché, on est capable de garder, je dirais, le noyau dur du feuilleton, et puis là, il fait bien froid, on amène un peu de soleil, on amène des images du désert, on amène un beau traitement, parce que je crois qu'on a eu un peu plus de temps que les autres fois pour faire celui-là, et que vraiment, c'est un prime dont on est très fiers. C'est inépuisable, le filon Plus belle la vie? C'est inépuisable si on travaille. D'abord, le filon, c'est beaucoup de personnes. C'est entre 100 et 130 personnes au quotidien. C'est une vingtaine d'auteurs. C'est comment renouveler la promesse chaque soir et donner une fiction qui tienne la route. C'est vrai qu'on a le sentiment aussi qu'on entend parfois certains comédiens râler dans la série Plus belle la vie. Je pense à l'un d'entre eux en particulier qui a fait beaucoup de buzz sur Internet, qui s'appelait Ambroise Michel, effectivement, qui était Rudy dans la série. Vous le prenez comment, vous, quand vous voyez ça? Écoutez, moi je me suis... Vous allez le virer ou pas?
Non, il n'y a aucune raison. Au contraire, je crois que tout est bon à dire. Maintenant, on a communiqué aussi sur ce que touchaient les comédiens du feuilleton, et je crois que c'est tout à fait raisonnable. On est sur un programme choral, donc effectivement, on peut pas être sur des cachets très forts comme ça peut être pratiqué dans certaines fictions à la télé. Mais ça vous énerve un peu ce coup de gueule, pour être honnête? Pardon? Ça vous énerve un peu ce genre de coup de gueule? Non, au contraire, je pense que ça a permis de reposer un peu le débat, et je trouve qu'on est quand même sur des choses qui sont saines et qui sont bien vécues aujourd'hui par tout le monde. Et le fait qu'il y ait un coup de gueule, écoutez, ça permet d'échanger, et nous on a toujours travaillé comme ça, on a travaillé en se disant tout et dans la confiance, et on y arrive encore au bout de 6 ans, sans clash. Hubert Besson, un producteur tolérant, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Plus belle la vie, les filles du désert sur France 3 ce soir, 20h35. Merci d'avoir été en direct avec nous. Laurent Stork, on a le sentiment que du côté TF1, en revanche, vous ne l'avez pas trouvé, ce filon pour avoir ce feuilleton quotidien, bien que vous ayez pas mal cherché. Non, on n'a pas tant cherché que ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche vraiment des primes solides le lundi et le jeudi. Et je vous pense avez fait qu'on va des les tentatives trouver. quand même pour avoir des feuilletons quotidiens, Oui, ça n'a pas marché. il y a 2 ans, on a fait une tentative. Voilà quoi. Vous Mais avez laissé tomber? On en refera. Il y a des gens qui cherchent pour nous en ce moment, mais vraiment on est concentré sur le prime time en ce moment. Merci beaucoup Laurent Stork, Merci, directeur général adjoint en charge des programmes de TF1, d'avoir été notre invité depuis 11h sur Europe 1.